La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin, Éric Ciotti, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Et merci d'être là. Vous êtes le président de l'Union des droites pour la République, également député des Alpes-Maritimes. Vous vous êtes récemment indigné, Éric Ciotti, de l'augmentation des visas étudiants accordés aux Algériens, comme on l'a appris dans un contexte, rappelons-le, de tensions entre Paris et Alger, et ce alors que l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise sont encore détenus sur place. Le Quai d'Orsay répond vouloir sanctionner le régime et pas la population. Que pensez-vous de cette différence, de cette explication ? Je crois qu'ils sont victimes, enfin le pouvoir, c'est pas tellement le Quai d'Orsay, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce gouvernement improbable qui conduit la France sur le chemin du déclin, ils sont victimes d'un syndrome de Stockholm. Ils sont prisonniers de ceux qui détiennent en otage des Français. Comment peut-on se réjouir? Parce que ce que j'ai dénoncé, j'ai été un des premiers à le faire, c'est que le ministère des Affaires étrangères fanfaronne en disant « Mais regardez, cette année, on a donné 8300 visas étudiants aux étudiants algériens. C'est 1000 de plus que l'année dernière, c'est formidable !» Mais on croit rêver, alors qu'on a entendu les discours martiaux de M. Retailleau, d'autres, disant « on va sanctionner l'Algérie parce qu'ils détiennent un otage ». Le journaliste Christophe Glaise, parce qu'ils détiennent Boualem Sansal, cette voix de la liberté d'expression. C'est une lâcheté totale, c'est une ineptie. Et finalement, c'est assez révélateur de ce que représente ce pouvoir aujourd'hui. Il y a des discours forts, il y a des coups de menton et il y a des actes d'une lâcheté totale. Et aujourd'hui, c'est insupportable d'assister à ça, d'assister à l'affaissement de la France, à cette faiblesse face à un pouvoir dictatorial qui nous humilie en permanence. Quelles sont les conséquences? Est-ce que selon vous, cette immigration estudiantine qu'on connaît depuis très longtemps en France, est-ce qu'elle est devenue une véritable filière d'immigration? Est-ce que par exemple, vous dites clairement, nous n'avons pas besoin de tels étudiants dans nos facultés, parce qu'à l'inverse, là encore, le ministère des Affaires étrangères dit c'est une force, ça montre l'attractivité de notre pays, de la France. Bien sûr, c'est désormais une filière d'immigration, c'est une filière d'immigration légale pour des personnes qui n'ont aucune envie de poursuivre des études en France ou encore moins d'y obtenir un parcours universitaire, des diplômes. Le taux d'échec de ces étudiants est énorme, beaucoup plus que les autres étudiants. On voit aujourd'hui que près de la moitié des étudiants subsahariens qui veulent venir en Europe viennent en France. Donc on voit bien que l'attractivité, c'est pas tellement notre modèle universitaire. L'attractivité, c'est le titre de séjour. Parce que ces étudiants qui arrivent, la quasi-intégralité vont rester en France. Donc on nourrit les filières d'immigration. On est aujourd'hui à plus de 110 000 visas étudiants. C'était deux fois moins du temps où Nicolas Sarkozy était président de la République. Donc ce chiffre a doublé. Est-ce que c'est lié à l'attractivité de notre université? Sincèrement, je ne le crois pas. Bon, voilà, c'est lié à la naïveté de notre système migratoire qui aujourd'hui est devenu une pompe aspirante à immigration. Autour de nous, Éric Ciotti, les politiques changent en Grande-Bretagne sous la pression, il faut le dire, du parti Réforme UK. Le Premier ministre Keir Starmer doit annoncer d'ailleurs ce jour la suppression de regroupement familial des réfugiés. L'Autriche l'a annoncé, est en train de le mettre en place. Vous l'aviez déjà demandé, une suspension en tous les cas de ce regroupement familial pour les réfugiés. Pourquoi selon vous la France ne le fait pas? Est-ce qu'il y a un risque de rupture d'égalité, tout simplement parce que ce serait dirigé vers les réfugiés? Là encore, on est dans une forme de naïveté. Il y a trois grandes sources d'immigration aujourd'hui qui conduisent à accueillir chaque année presque 530 000 étrangers en situation légale. Il y a l'immigration familiale. C'est ce que veut suspendre aujourd'hui le Premier ministre britannique. Et il a raison. Il y a les dérives de l'asile, où on accueille des personnes qui ne fuient pas des théâtres de guerre, qui profitent, là encore, de la naïveté du système. 200 000. L'Allemagne vient, là, pour le coup, de suspendre aussi ces demandes d'asile qui avaient atteint des niveaux, qui atteignent des niveaux aujourd'hui insupportables. Et il y a l'immigration étudiante. Si on avait du courage, si on mettait en place ces quotas
que l'on a demandé, que j'ai demandé depuis des années. J'avais déposé un texte de loi constitutionnelle à l'époque, d'ailleurs avec Bruno Retailleau. Et je l'invite à être cohérent. Dans les mots, il dit la avec même chose que vous, en tous les cas. vous soulignez à raison dans les mots. Mais gouverner, ce ne sont pas des mots. Ce sont aujourd'hui des actes oui, mais est-ce que c'est la dont notre pays a besoin. Européenne qui empêche la France, alors que d'autres pays, alors la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, mais qui empêche la France d'agir? Il y a naturellement ces règles absurdes de l'Union européenne. On parle aujourd'hui d'une nouvelle répartition des migrants, de pénaliser les pays qui ne les accepteraient pas. La Hongrie a refusé. C'est un plan de 2024. La Hongrie a refusé. Absolument, mais c'est une faute. Il faut réagir, il faut du courage, il faut balayer tout ce système qui nous a conduits dans cette faillite. Il faut s'attaquer au blocage français. Pour cela, il y a des outils, il y a le référendum notamment, qui doit permettre de dire, de donner enfin la parole aux Français. Philippe de Villiers l'a proposé. Vous avez signé J'ai signé son initiative. J'avais proposé là aussi un référendum depuis des années. On refuse aux Français le droit de dire qu'ils ne veulent plus cette émigration de masse qui aujourd'hui bouleverse, secoue et perturbe notre pays gravement avec un coût, on parle d'économie budgétaire extrêmement important. On va parler de budget. Tout d'abord, dans l'actualité, il y a la rentrée parlementaire, toujours d'ailleurs, soulignons-le, sans gouvernement. Sur le Rassemblement national... 22 jours sans gouvernement. Effectivement. Cela vous manque, si je puis dire? Bon. On va en parler plus sérieusement. Je crois que c'est pas le pire. Les affaires courantes. Il y a des ministres qui ne le sauront plus peut-être ce week-end, alors que personne n'a jamais su qu'ils étaient ministres. Là aussi, ça ferait partie des économies. Est-ce qu'on a besoin de 40 ministres dont la plupart ne servent à rien ? Nous allons en parler. Sur le Rassemblement national, votre allié, Éric Ciotti, il est de retour. Le parti est de retour dans les instances de l'Assemblée. Il y a 2 vice-présidents, Sébastien Chenu et Madame Laporte. Alors, la gauche crie au scandale, dénonce un bloc central qui fait la courte échelle à l'extrême droite. Est-ce que, à l'Assemblée nationale, le Front républicain est terminé ? En tout cas, nous avons respecté le règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit pour le bureau une représentation proportionnelle. C'est démocratique. 11 millions de Français. Pour la gauche, hein ? Oui, absolument. Mais nous l'avions fait. Peut-être vous-même, vous avez appelé votre groupe à voter pour des postes pour la gauche. Nous avions un bulletin commun avec 2 vice-présidents du Rassemblement national, 2 vice-présidents du Bloc central, 2 vice-présidents de la gauche. Nous sommes des démocrates. Nous respectons tous les électeurs. Moi, je respecte les électeurs qui ne votent pas comme moi. Ce n'est pas le cas de la gauche. La gauche a une vision autoritaire. La gauche a une vision sectaire. Nous respectons tout le monde. C'est ce qui s'est fait hier. Et je note que ce Front républicain, bien sûr, il est tellement ridicule. Il nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Donc hier, c'était un message politique. Pourquoi le pays... Au-delà de l'Assemblée nationale. Il y a aussi ce message politique, parce que ceux qui ont fait ce Front républicain, et notamment les républicains, ceux qui ont préféré être alliés... Pas tous les républicains, parce que beaucoup m'ont suivi dans la volonté d'alliance avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, avec les Patriotes. Mais ceux qui ne nous ont pas suivis ont préféré l'alliance avec le nouveau Front populaire. Nous mesurons chaque jour où cela nous a conduit. Est-ce que la France va mieux depuis 1 an ? Est-ce qu'il y a moins de chômeurs ? Est-ce qu'il y a plus de pouvoir d'achat ? Est-ce que nos services publics fonctionnent mieux ? Est-ce qu'il y a moins de dettes, moins de déficit ? Voilà, poser ces questions, c'est y répondre. Ceux qui nous ont conduits dans ce choix ridicule du Front républicain ont mené le pays dans le mur. Restons à l'Assemblée. Et c'est pour ça qu'il faut en sortir. D'ailleurs, je salue la prise de parole de Roger Karoutchi. Ah, on va en parler. Voilà, parce que lui, non, mais allons-y. Alors lui-même, ici, je lui pose la question. Il était chez vous. Effectivement, un scénario éventuel. Là aussi, ça montre une... Insoumise et le RN, il dit, j'ai pas d'état d'âme. Sans ambiguïté, mais c'est là où il faut aller. C'est là où il faut mesurer, dire, le danger, c'est cette gauche. C'est cette gauche qui veut toujours des impôts. C'est cette gauche qui veut de l'immigration. Concrètement, face à elle, Éric Ciotti, un exemple qui provoque quand même l'incompréhension. LFI, en la personne d'Aymeric Caron, pourrait présider une commission voulue par Laurent Wauquiez sur les liens entre les responsables politiques, et en l'occurrence la France insoumise, et les réseaux islamistes. Le groupe de droite, qui détient déjà le poste de rapporteur, ne peut donc pas détenir le poste à la présidence. C'est une erreur. Pourquoi donc ? Le groupe qui dépose une demande de commission d'enquête... ne peut pas avoir les 2 postes. Nous le faisons, nous, pour l'audiovisuel public. Ce sera un vaste débat, d'ailleurs. Nous créons la commission d'enquête pour contrôler l'audiovisuel public. Mais le groupe LR a déposé cette commission d'enquête. C'est son droit, donc il peut choisir la présidence ou être rapporteur. Moi, je vous dis très solennellement aujourd'hui, si M. Jeanbrun,
qui a déposé cette commission d'enquête, est candidat à la présidence de cette commission d'enquête, nous voterons pour lui. Vous le soutenez. En contrepartie, nous avons demandé que M. Mathieu Bloch, qui est député du Doubs, puisse devenir rapporteur. C'est une proposition que nous avons faite par écrit. M. Wauquiez, manifestement, ne le souhaite pas. Donc, je l'invite. Permettez-moi de préciser les choses que tout le monde ne suit pas. Ce qui se passe dans les arcanes de l'Assemblée. En réalité, le poste de présider quand même la commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et les réseaux islamistes pourrait échoir à Aymeric Caron. Une partie de la droite affirme que c'est parce que vous et le RN ne présentez pas de candidat. Tout ça, c'est de la farce. En tant que rapporteur. Tout ça, c'est de la farce. Il faut que M. Wauquiez apprenne un peu à être sincère. Je sais que ce n'est pas sa première qualité. Voilà. Si le groupe LR qui a déposé cette commission d'enquête veut la présider, nous voterons pour eux. Je ne peux pas être plus clair. Pourquoi ne voudrait-il pas la présider, et je crois pouvoir parler... demandez-lui. Il y a quelques ambiguïtés dans le raisonnement de M. Wauquiez qui quelquefois m'échappent, notamment quand il a préféré soutenir les candidats de gauche aux élections législatives. Avec le groupe du Rassemblement national et mon groupe, nous voterons pour le président LR de cette commission. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas candidat. Vous pourriez vous-même ce matin annoncer un candidat de votre parti ? Non, nous voulons être rapporteurs. C'est l'initiative du groupe LR qu'il assume ses responsabilités. J'ai l'impression que M. Wauquiez a fait un coup politique l'année dernière et que maintenant il n'a plus vraiment envie de cette commission, bien qu'il assume. Pendant ce temps, on l'a dit tout à l'heure, la France n'a toujours pas de gouvernement Éric Ciotti. Le Premier ministre Sébastien Lecornu donne des gages aux uns et aux autres. Il promet une amélioration de la retraite des femmes, ce qui sur le papier est quand même bienvenu. La question c'est combien ça nous coûte. Il pourrait baisser la CSG sur les salaires. Là encore, combien ça nous coûte, sachant qu'un point de CSG c'est environ 10 milliards d'euros. Est-ce que vous voyez les économies? Est-ce que vous voyez la baisse de la dépense publique? Non, on ne voit que des rustines, on ne voit que des démarches électorales. On ne voit pas de cohérence, on ne voit pas de réforme structurelle de notre pays. Aujourd'hui, il faut renverser la table. La France est en train de sombrer. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Jean-Louis Borloo. Je partage intégralement son diagnostic. Aujourd'hui, prendre des mesures qui apparaissent contradictoires, donner à certains, à enlever aux autres, aller dans une vision gauchiste où on ne parle plus que depuis 3 semaines que des impôts. C'est non pour la taxe Zuckman, c'est non pour... Oui, mais on nous dit, ce ne sera pas la taxe Zuckman, mais il va y avoir une taxe qui va porter sur les revenus élevés. Mais on est le seul pays à faire ça. On est dans un monde ouvert. Sonia Mabrouk, regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Toutes les grandes fortunes sont parties, notamment vers l'Italie, parce qu'il y a un système fiscal délirant. On est en train de produire ce nouveau système. On peut entendre ce discours. Ça peut faire plaisir de dire on va prendre, le plus, un peu plus à ceux qui ont plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire au final? On va affaiblir nos entreprises. On veut même toucher à l'outil travail. J'ai vu des propositions délirantes. Donc moi j'appelle le Premier ministre, je lui ai dit, allez vers les réformes. Une réforme de l'État, une réforme territoriale. Allez-y. Vous voulez renverser la table, donc vous votez la censure. C'est possible que nous votions la censure. Moi, s'il y a ces mesures socialistes, s'il y a ces mesures gauchistes, s'il y a des augmentations d'impôts, si on s'attaque aux entreprises, à l'outil de travail, bien sûr, je voterai la censure et à demain. Augmenter les impôts, c'est être gauchiste. Alors quand le RN veut un impôt sur, une version, on va dire, revisitée de l'ancien ISF, et c'est Marine Le Pen qui nous l'a expliqué ici même, avec un impôt sur la fortune immobilière, vous dites gauchiste aussi? Cet impôt, c'est un changement de ce qui existe aujourd'hui. Le Rassemblement national, et ce n'est pas le point que je partage avec eux. Je ne suis pas au Rassemblement national, je suis allié, et j'en suis fier, avec le Rassemblement national. On aura une plateforme pour les élections législatives quand elles arriveront. J'imagine que vous ne pouvez pas signer sur un nouvel impôt. Le RN l'assume. Ce que veut le Rassemblement national, c'est supprimer l'IFI. Monsieur Macron a créé l'impôt sur la fortune immobilière qui taxe les propriétaires, et y compris sur la résidence principale. Ce que dit le Rassemblement national, c'est on supprime l'IFI, la résidence principale ou la résidence unique, ce qui concerne la quasi-totalité des assujettis. C'est un impôt à la fin. Je termine. La résidence principale est supprimée
de cet impôt sur la fortune financière et les actifs financiers sont plus taxés. On a compris le système. Donc c'est un système qui, quelque part, ne crée pas un nouvel impôt. Moi ma position... J'explique. Ma position personnelle, c'est supprimer l'IFI. C'est ne pas créer de nouvelles ISF. Je suis pour la baisse des prélèvements obligatoires. Nous sommes le pays au monde où on paye le plus d'impôts. Pardonnez-moi, Éric Ciotti, à la fin, ça fait un impôt. Mais le Rassemblement national, comme nous, souhaite la baisse des prélèvements obligatoires. Nous souhaitons la baisse des dépenses publiques, une vaste réforme de l'État, et notamment, moi, je propose 2 collectivités, la province et la commune. C'est pour l'État et pour les collectivités locales, une nouvelle organisation de tout notre appareil d'État, de tout notre appareil local. Ce sont des dizaines de milliards d'euros d'économies si on fait ces réformes. 2 questions rapides, s'il vous plaît, et si possible qui appellent des réponses rapides. Le maire de Nice, Christian Estrosi, souhaite baptiser un parvis au nom de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Le parvis en question est une place située, ou serait une place située en face du futur Grand Hôtel des Polices. Vous y avez vu une erreur du maire. Alors, au-delà de votre inimitié, de la compétition pour la mairie de Nice, pourquoi une telle idée vous a-t-elle heurté ? Parce que je pense que cette idée, elle est plus pour soutenir Christian Estrosi que pour soutenir Nicolas Sarkozy. C'est une instrumentalisation politique. Quelle idée quand même de donner du vivant de Nicolas Sarkozy, c'est rarement vu quand même, le nom d'une place, voilà, je trouve ça, c'est assez inédit quand même. Je trouve ça assez loufoque. Je ne suis pas sûr que ça serve Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de débats à Nice sur cette question. Moi, je veux être un maire qui rassemble les Niçoises et les Niçois. On n'a pas besoin de ces polémiques. Christian Estrosi sent très bien que la confiance des Niçois lui échappe. Il sent très bien que je vais gagner la mairie. Donc il essaie, alors que c'est le premier des macronistes, de vouloir donner des gages ici, plus à droite. UDR. Moi, je redis mon amitié et mon soutien dans ces moments à Nicolas Sarkozy, mais je n'instrumentalise pas Nicolas Sarkozy. Dernière question rapide, s'il vous plaît. Votre groupe UDR a annoncé hier vouloir mettre en place une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la neutralité, je cite, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. En fait, vous allez recourir à votre droit de tirage pour instaurer cette commission. Est-ce que dans ce cas, ça veut dire que vous allez auditionner la patronne de France Télévisions ? Naturellement. Des journalistes, bien sûr, des producteurs avec le groupe. Monsieur Cohen, nous auditionnerons Monsieur Legrand, nous auditionnerons les personnes qui sont financées par le service public et qui ont fait dériver le service public dans un autre cadre, tel que cela a été démontré et tel que c'est apparu, même si ça a soulevé beaucoup de débats. Mais ceux qui ont été pris les mains dans le pot de confiture de collusion avec la gauche pour modifier le résultat des élections auront à rendre des comptes. L'audiovisuel public, c'est aujourd'hui 4 milliards d'argent public. Et moi, je ne veux pas qu'on joue avec l'argent public à des fins politiciennes. Il peut y avoir des expressions différentes, il peut y avoir des chaînes privées, des médias privés qui expriment une ligne éditoriale. C'est leur droit, c'est avec l'argent de leurs actionnaires, mais avec l'argent public. Eh bien, l'argent public, c'est dans la Constitution, le service public en tout cas, impose une neutralité et pas un engagement politicien. Eh bien, cette commission, dont le rapporteur sera Charles Aloncle, de notre groupe, auditionnera toutes les personnes qui seront utiles pour regarder le coût du service public, son fonctionnement, et nous poserons les questions à Madame Ernotte, et en tout cas moi je le dis, son expression, notamment son attaque sur CNews, m'a extrêmement choqué et extrêmement scandaleuse. C'est une prise de parti politique et on n'entend pas de ça d'un dirigeant de l'audiovisuel public. Merci Éric Ciotti, c'était votre grande interview. Bonne journée.